Des incendies qui éclatent partout en Europe, une pénurie d'énergie qui frappe le continent, la démission du gouvernement italien. Tout va mal en Europe? On vous explique tout ça dans cette première revue d'actualité européenne. Bienvenue sur le Vieux Continent. Alors vous avez sûrement dû remarquer, il fait très chaud en ce moment et ces chaleurs extrêmes, elles ont provoqué des incendies un peu partout en Europe. En France, en Espagne, en Grèce, au Portugal et même en Italie ou en Croatie. En France, il y a déjà 2 incendies qui ont brûlé plus de 7000 hectares près de la dune du Pilat sur la côte atlantique. Et ces feux, ils ont déjà mobilisé plus d'1 millier de pompiers et ils ont entraîné l'évacuation déjà de plus de 10 000 personnes. On voit également que ces incendies, ils entraînent des températures extrêmes. En Espagne par exemple, le thermomètre a atteint les 45 degrés cette semaine. Tandis qu'au Portugal, plus de 2000 pompiers essayent de lutter contre les flammes qui ont déjà ravagé 13 500 hectares depuis le début de la semaine et un peu plus de 30 000 depuis le début de l'année. Et également des dizaines de petits feux de forêt qui se sont déclenchés ces dernières semaines en Grèce. Cette bataille contre les flammes en Grèce, elle a même fait 2 morts lorsqu'un hélicoptère s'est écrasé en mer alors qu'il tentait d'éteindre un feu de forêt dans l'île de Samos. Ces incendies, ils ne sont pas prêts de s'arrêter puisque l'Italie et la Croatie ont appelé leurs habitants à la vigilance face à l'arrivée probable de nouveaux incendies sur le continent. Mais le sujet phare qui agite surtout l'Europe cette semaine, c'est celui de l'énergie. L'Allemagne, mais également l'Europe, sont entrés dans une période d'incertitude quant aux importations de gaz russe qui pourraient disparaître complètement. Il faut savoir que la Russie, c'est un très gros producteur de gaz et que chaque année, le pays fournissait environ 200 milliards de mètres cubes de gaz à l'Union européenne. Plus de 48% du gaz et 25% du pétrole qui arrivent en Europe proviennent de Russie. Et la crainte en ce moment des Européens, elle est liée au géant russe Gazprom. C'est l'entreprise qui est chargée de l'extraction et du transport du gaz naturel, et l'entreprise a décidé cette semaine d'entamer des travaux de maintenance sur le gazoduc Nord Stream 1. Et ce gazoduc, il servait jusque-là à acheminer le gaz de la Russie jusqu'en Allemagne, mais aussi vers d'autres pays de l'ouest de l'Europe. Nord Stream 1 arrêté, ça signifie que le gaz ne circule plus. Alors il faut rappeler que cet arrêt de 10 jours, il était prévu de longue date, et ça ne devait en réalité être qu'une simple formalité technique. Sauf que dans le contexte de la guerre en Ukraine et du bras de fer qui oppose les Occidentaux à Moscou, sur le secteur de l'énergie, personne ne peut parier sur la suite. D'autant plus que Gazprom a déjà réduit ses livraisons d'1 tiers pour l'Italie et même de 70% pour l'Autriche. De nombreux pays européens qui sont donc très dépendants de ce gaz russe vont donc se retrouver dans un véritable choc gazier. Et il faut savoir que cette réduction, elle n'intervient pas seulement cette semaine, mais que Moscou avait déjà dans les semaines précédentes réduit de plus de 60% les livraisons de gaz via Nord Stream. Une décision qui avait été très mal accueillie par les Allemands, qui avaient dénoncé une décision politique. Il faut savoir que depuis le début de la guerre, les Allemands ils essaient déjà de réduire drastiquement leur dépendance à ce gaz russe, puisqu'avant la guerre, ils étaient dépendants à 55%. Aujourd'hui, ce n'est plus que 35%, mais ça reste quand même très important. D'autant plus que le chauffage des foyers il est assuré par plus de 50% encore du gaz russe. L'arrêt de Nord Stream 1, ça c'est vraiment une catastrophe pour l'Europe qui est déjà en pleine crise énergétique avec des prix qui flambent et la crainte d'un manque d'énergie pour cet hiver. Le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, il a déjà appelé les Européens à se mettre, je cite, en ordre de bataille pour faire face à une coupure totale des approvisionnements qui serait d'après le ministre l'option la plus probable que devrait prendre la Russie prochainement. L'indépendance énergétique n'a pas de prix. Et que la guerre en Ukraine nous a tous montré que dépendre du gaz et du pétrole russe, c'est la pire des idées qu'on puisse avoir. Les Allemands, étant donné leur très forte dépendance à ce gaz russe, ils réfléchissent déjà à des plans de rationnement. Et dans le but de montrer l'exemple, la Chambre des députés allemands, qui est le Bundestag, a décidé d'interdire le chauffage au-delà de 20 degrés l'hiver et de couper l'eau chaude dans tous les bureaux individuels. Pour faire face à cette probable coupure des approvisionnements, les pays européens, ils n'ont plus le choix. Ils doivent se tourner vers d'autres sources d'énergie. Et donc beaucoup d'entre eux ont décidé de rouvrir des centrales à charbon qu'on sait très émettrices de CO2. Et même la France, qui est pourtant peu dépendante du gaz russe, devrait rouvrir sa dernière centrale à charbon qui se situe à Saint-Avold en Moselle, alors que le président de la République, Emmanuel Macron, s'était engagé à fermer toutes les centrales à charbon qui sont très émettrices de CO2. Au milieu de toutes ces nouvelles peu réjouissantes, il y en a quand même une qui devrait faire sourire l'Union européenne, c'est l'entrée de la Croatie dans la monnaie unique, puisque la Croatie, à compter du 1er janvier 2023, utilisera l'euro comme monnaie. Le Conseil de l'Union européenne, qui est chargé de représenter les États membres, a adopté mardi les derniers actes juridiques qui permettent le passage de la Croatie à l'euro. Il faut savoir que les 27 pays de l'Union européenne ne sont pas tous membres de la zone euro. Déjà, pour faire partie de l'euro, il faut être membre de l'Union européenne et il faut ensuite respecter certains critères économiques. La Croatie va donc devenir le 20e membre de la zone euro et le pays abandonne donc le kuna, qui était jusque-là sa devise nationale. Et cet événement, il a été marqué par une signature devant la presse à Bruxelles, avec notamment la présence de la présidente de la Banque Centrale Européenne, la française Christine Lagarde. L'euro, il a par ailleurs fêté en début d'année ses 20 ans d'existence, puisque la monnaie avait été instaurée à partir du 1er janvier 2002 et des millions d'Européens avaient abandonné dans 12 pays leur lire, leur franc, leur Deutschmark pour adopter cette monnaie unique. Les distributeurs automatiques ont été pris d'assaut dès minuit. Entre-temps, ils ont été rejoints par 7 autres pays entre 2002 et 2022 et la Croatie va donc en 2023 devenir le 20e membre de cette zone euro. Il y a donc encore 7 pays qui sont dans l'Union européenne mais qui n'ont pas encore rejoint la monnaie unique et ça c'est pour les critères économiques qu'on a évoqués précédemment. Et donc tous les États membres, à l'exception du Danemark qui a exercé une option de retrait, se sont engagés à adopter l'euro dans les prochaines années. On continue avec une nouvelle cette fois un peu moins réjouissante
sur l'état de droit dans l'Union européenne. Alors il faut rappeler que l'état de droit, ça fait partie des valeurs fondamentales de l'Union européenne. C'est inscrit à l'article 2 du traité du fonctionnement de l'Union européenne. L'état de droit, c'est ce qui permet l'indépendance du système judiciaire et si on ne respecte pas ce principe, on peut être très durement sanctionné par les institutions européennes. Et la Commission, elle a présenté mercredi dernier son rapport annuel sur le respect de ces valeurs européennes par les États membres. Et on constate que 2 pays dérogent à la règle. Ces 2 pays, c'est la Pologne et la Hongrie. En ce qui concerne la Pologne, elle est censée payer une amende annuelle de 1 million d'euros à la Cour de justice de l'Union européenne à cause du manque d'indépendance du pouvoir judiciaire dans le pays. Mais pour inciter les Polonais à modifier leur système judiciaire, la Commission elle a récemment approuvé le plan de relance polonais dans le but de pousser le pays au changement. La Hongrie, c'est donc l'autre pays au centre des principales préoccupations, la corruption, les atteintes au pluralisme des médias ou encore les très larges pouvoirs dont dispose le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban ont été dénoncés par la Commission. Le problème pour la Hongrie, c'est que tant qu'elle ne changera pas ses règles, elle ne pourra pas toucher les 7,2 milliards d'euros du plan de relance qui lui étaient destinés. On devrait donc assister sûrement dans les prochaines semaines à une pression toujours plus intense sur l'Union européenne de la part de la Hongrie qui a véritablement besoin de cet argent du plan de relance. Alors l'Italie ne connaît pas les mêmes problèmes liés à l'état de droit que la Hongrie, mais le pays est confronté à une crise politique depuis le début de la semaine, puisque le Premier ministre Mario Draghi a décidé de démissionner, et même si cette démission a été ensuite refusée par le président de la République Sergio Mattarella, la tension est très forte dans le pays. Ho già detto che per me non c'è un governo Draghi, altro che l'attuale. Il faut savoir qu'en Italie, les députés ils sont élus à la proportionnelle, ce qui signifie qu'aucun parti politique n'a la majorité absolue au Parlement et doivent donc créer des alliances et faire des compromis pour qu'un gouvernement soit créé. Pour vous remettre dans le contexte, il faut savoir que Mario Draghi il est arrivé au début de l'année 2021 et il avait réussi à constituer une coalition d'unité nationale pour faire face à la crise du Covid et à la crise économique qui en découlait. Il faut savoir que le parti majoritaire au sein de cette coalition, c'est le parti Cinque Stelle qui est arrivé en tête des dernières élections législatives. Et les sénateurs du parti Cinque Stelle n'ont pas participé au vote de confiance demandé par le gouvernement Draghi sur un texte qui contenait des mesures pour lutter contre l'inflation. Mais le paradoxe, c'est que malgré ce refus de soutenir le gouvernement, Mario Draghi dispose quand même d'une majorité, sauf que le Premier ministre italien, il refuse de gouverner si les Cinque Stelle ne votent pas la confiance. Secondo, ho già detto che per me non c'è un governo senza 5 Stelle. Puisque ce sont eux qui sont arrivés en tête des dernières élections législatives, il estime que leur présence est légitime et même obligatoire dans ce gouvernement. D'après Le Monde, ce choix fait par le mouvement Cinque Stelle, il s'explique par l'écroulement du parti dans les sondages et par la volonté de ce dernier de récupérer davantage de visibilité, d'être au centre de l'attention. Mais il faut savoir que ce parti, il est même profondément divisé en interne, puisque le ministre des Affaires étrangères actuel italien, Luigi Di Maio, a même récemment créé son propre parti, Ensemble pour l'avenir. Il y a donc un sentiment de très forte incertitude sur l'avenir de ce gouvernement Draghi, puisque le coût de la dette italienne est reparti à la hausse et la bourse de Milan a chuté de plus de 3% jeudi après-midi. L'avenir politique italien, il est donc en suspens et il est très difficile de prévoir la suite, puisque ces querelles politiques, elles tombent au pire moment. Le pays a en effet besoin d'une forte unité pour faire face à la crise liée au gaz russe, et ce climat d'incertitude ne devrait pas être sans conséquence. Chaque semaine, on vous présente le chiffre marquant de l'actualité européenne. Et cette semaine, le mardi 12 juillet, pour la première fois depuis la création de l'euro en 2002, l'euro est tombé à 1 $. Et donc, comme je le disais, c'est une première depuis plus de 20 ans. Alors bien sûr, on explique ce chiffre par le risque de coupure d'approvisionnement en gaz russe. Et face à cette crainte, le dollar, il fait office de valeur refuge, ce qui fait qu'aujourd'hui, 1 euro égale environ 1 $. Comme débat pour cette première revue d'actualité européenne, je vous propose de donner votre avis sur la réouverture des centrales à charbon. Faut-il les réouvrir face au risque de pénurie énergétique, malgré tous les problèmes écologiques que leur réouverture entraînerait? On espère que cette première revue d'actualité européenne du vieux continent vous aura plu. On vous retrouve jeudi soir pour vous raconter le parcours d'un des députés actuels du Parlement européen les plus connus, Raphaël Glucksmann. Et dimanche à 18 h pour la deuxième revue d'actualité européenne de la semaine. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu et de donner votre avis en commentaire.